On est déjà en direct pour cet entretien, ce débat fait croiser qui va durer environ une quarantaine de minutes pour parler des résultats du brevet d'études du premier cycle. Vous le savez, les résultats ont été proprement calamiteux. C'est peut-être pas la première fois qu'on atteint des profondeurs des profondeurs aussi abyssales, mais on a quand même des résultats qui sont inquiétants, 28,63% seulement de succès, ce qui équivaut pratiquement à 72% d'échecs au brevet d'études du premier cycle. Et pourtant, pour cette même année scolaire, les élèves, les écoliers du primaire ont quand même pu tirer leur épingle du jeu en obtenant quand même un taux de réussite bien plus élevé que celui de leurs aînés du premier cycle du collège. Nous nous inquiétons bien entendu pour les résultats du baccalauréat dans ces conditions, mais en attendant, mardi prochain, de pouvoir décrypter les résultats de l'examen du premier diplôme universitaire. Nous sommes sur ce plateau avec deux invités qui sont des spécialistes de l'éducation et un écrivain d'abord, Julien Kandé-Kansou, qui est un jeune écrivain et qui va nous décrypter, nous donner sa lecture de ces résultats. Julien Kandé-Kansou, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Merci à vous d'accepter notre invitation et d'être présent sur ce plateau. En face de vous, il y a Apollinaire Sohoumen, c'est un enseignant de philosophie, donc il est quelque part un acteur de cette éducation et il a dû, dans une certaine mesure, prendre sa responsabilité dans l'échec massif que les élèves ont connu. Donc, même si la philosophie ne s'enseigne pas encore au premier cycle, il est enseignant et il a dû voir comment les choses ont pu se passer dans ce domaine-là. Monsieur Apollinaire Sohoumen, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc à vous aussi d'être sur ce plateau. Première chose que je vais vous demander, quand vous faites la comparaison entre les résultats du BEPC 2017 et ceux du BEPC 2018, quel sentiment cet échec lamentable vous a suscité en vous, monsieur Kandé-Kansou? Je pense que ça décourage, ça n'encourage pas les parents, ni les apprenants, ni les enseignants. Est-ce que vous êtes enseignant déjà? J'enseigne le français, les lettres, et puis je suis écrivain, j'accumule les deux fonctions. Mais je pense que quand on voit le résultat de l'année dernière, de cette année, ça ne donne pas le goût, ça ne donne pas le souci d'envoyer encore les enfants à étudier. On dit qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et les parents s'inquiètent, les enseignants aussi. Dans les classes, on est frustrés parce que quand ça ne va pas, le tort est jeté sur les enseignants et quand ça marche un peu, les enfants travaillent. Donc, des fois, on a le souci de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller encore à l'école le lundi? Qu'est-ce qu'on dira aux enfants? Et le souci, là, on est un peu frustré. Et vous enseignant de philo, Apollinaire Sohoumen, quand vous voyez des résultats ainsi de vos des élèves du collège, certes, vous n'êtes pas enseignant au collège, mais ces résultats-là, qu'est-ce que ça a suscité en vous? Merci, monsieur le journaliste. Tout d'abord, il faut saluer le monde éducatif. C'est vrai que ces résultats-là, avec cette qualité que nous avons cette année, ça ne peut pas encourager. Ça ne peut pas encourager. Je veux emprunter Kokumbo qui dit que inutile de vous instruire, vos aînés ont échoué. Alors, il revenait de la France, des Europes, pour informer, pour faire le compte-rendu de ce qui se passe là-bas et de ce qui se passe quand il vient au pays. Et cela voudrait dire l'échec de nos enfants, l'échec de nos élèves, c'est d'abord l'échec de nous aînés, de nous enseignants, l'échec des acteurs du monde éducatif. Vous ne donnez aucun cours au niveau du collège? Non. J'enseigne la philosophie. Au niveau du premier cycle, je ne donne pas de cours. Alors, cela ne voudrait pas dire que nous n'encadrons pas aussi, puisque les élèves vont se référer à vous pour des notions données. Je ne comprends pas ceci, comment est-ce que je peux arriver à comprendre ceci? Il faut orienter.
Alors, du point de vue échec, je dis, c'est tout le monde qui a échoué. Puisque l'élève, d'abord, nous avons deux sortes de candidats. Il y a les candidats officiels et les candidats libres. Et cette année, nous avons constaté que tous ces élèves ont été des candidats libres. Parce que l'école n'a pas suivi son cours. Tous les élèves étaient à la maison durant au moins 3 mois, du point de vue grève. Alors que le candidat officiel, c'est celui-là qui est au cours à tout moment, et qui suit les exercices d'application par rapport aux situations des classes, mais cela n'a pas été observé durant un moment donné de leur cursus scolaire. Et c'est pour cela que j'ai dit à l'entame que c'est d'abord l'échec de nous aînés, de nous enseignants, puisque c'est souvent juteux, c'est souvent encourageant quand vous avez un effectif qui passe, qui passe un bon résultat. C'est-à-dire on dort bien quand on entend que vraiment j'ai fait un bon résultat, j'ai fait un bon pourcentage. Maintenant, je ne crois pas qu'actuellement les acteurs du monde éducatif dorment bien, parce que ça va faire réfléchir. Comment faire ce gros lot qui va encore reprendre les classes? Comment est-ce qu'on va les éduquer? Comment est-ce qu'on va les orienter pour que désormais qu'ils aillent décrocher ce brevet d'études du premier cycle? Et aussi les parents. Les parents, quelle a été la responsabilité des parents dans tout ça? On va parler de la responsabilité des parents, oui. Mais commençons déjà par la responsabilité des enseignants. Vous avez commencé à l'évoquer, Julien Kandé-Kansou. Quand il y a une année académique perturbée à ce point par des mouvements de débrayage, est-ce que les enseignants ne peuvent pas, tout de go et sans fioriture, prendre leurs responsabilités pour assumer l'échec que les élèves ont connu au BPC? Je ne voudrais pas prendre la responsabilité ou bien le risque de dire que les enseignants vont assumer la responsabilité, parce qu'avant les mouvements de grève, les enseignants ont déposé leurs motions. Ils ont dit nous avons besoin de temps. Le gouvernement a utilisé de la ruse peut-être en disant que bon, on va voir après, pendant 3 à 4 mois de grève, il n'y a pas une suite favorable et les enseignants sont obligés de revenir à la grève. Donc je me demande, est-ce que c'est la faute aux enseignants? Non, la faute est au niveau de la grève utilisée à ce point, oui, au point d'être tout près d'invalider une année scolaire, est-ce que c'est une arme utile véritablement quand on sait que dans l'école publique, il y a beaucoup plus de fils de pauvres comme vous et moi que de fils de gouvernants? Je pense que la grève est la meilleure solution. La grève, puisque on nous a invalidé l'année en lettres modernes à l'université à la Flash en 2016. Mais l'année qui suit, on a repris les mêmes choses. Je vous confie quelque chose pour le cours de Boyanko. J'avais 4. Et puis, si c'était la session normale, il n'y avait pas de miracle pour qu'ils puissent réussir, même si on va rajouter. Comment on va donner 4 et on va donner encore 10 pour les rachats, il n'y avait pas de possibilité. Et en année de licence, quand il reste une matière, tu reprends. Mais l'année qui suit, quand on a fait les mouvements de grève jusqu'à ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, on nous a invalidé l'année, mais après leur réunion, ils ont octroyé, donné la possibilité de faire les sessions de rattrapage. Je suis admis, j'ai tout validé. Donc cela voudrait dire qu'à un moment donné, il faut faire de la grève pour pouvoir obtenir ce qu'il faut. Moi, je me demande, quand on a dit on va encore prolonger l'année, j'ai vu que le calendrier n'était pas utile, on ne pouvait pas respecter ce calendrier et donner un bon résultat. Il fallait simplement dire que l'année ne marche pas, l'année est invalidée, et puis on va réorganiser, on va redéfinir les stratégies à adopter que de donner ces résultats-là. Puisque quand on voit le chiffre, c'est un peu à Cotonou et à Calavi que ça donne en Atlantique littoral, mais parce qu'il n'y a que de privés ou bien beaucoup de privés ici, et les enseignants formés, il y a aussi ce cas-là, il y a les enseignants qui sont de meilleure qualité par rapport dans les autres zones. Puisque quand on descend un peu à partir de Boycon vers le nord, pour avoir les professeurs de philosophie, c'est difficile. Les professeurs de lettres, c'est difficile. Le professeur de mathématiques, donc on risque de faire avec. Donc je demande, l'État doit prendre sa responsabilité, soit recruter, soit
déployer des enseignants qui sont dans cette zone. Mais avant d'en arriver aux solutions, oui. vous refusez, si je comprends bien, oui. en qualité d'enseignant, oui. d'endosser ne serait-ce qu'une partie de la responsabilité de cet échec-là. Quelle responsabilité vous voulez que j'endosse si on sait que ceci m'appartient et on ne me le donne pas? Et pour cette raison, vous êtes prêt à faire échouer 12% des candidats voilà, à l'université, on nous a fait tous échouer en 2016. Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Est-ce que parce que vous avez échoué à l'université, parce qu'on a invalidé une année en flash, cela signifie que les enseignants de la flash qui sont désormais, dans le système éducatif vont également tout faire pour faire invalider une année, pour faire payer cela à l'État? Non, non, parce que ce qu'on demandait était juste. Ce qu'on voulait était juste et on doit donner. Si on ne le donne pas... Si on ne le donne pas cette année-là, on peut le donner l'année suivante. Vous pouvez... C'est-à-dire la grève doit être équilibrée de manière à ce que l'année ne soit pas mise en danger. Le discours que le chef tient, c'est ça qui va vous faire réfléchir. Si le chef dit que les éminements de Tassiman fournit plus d'efforts que les enseignants, là, l'enseignant est frustré. On peut ne pas avoir l'argent à donner à son épouse, mais de la manière dont on dit, chérie, je n'ai pas aujourd'hui, tu sais, demain. Et puis, avec une voix bien douce, on est obligé d'accepter, mais on dit, je n'ai pas. Et bon, qu'est-ce que tu vas me faire? Ou bien l'autre, la dame qui est à côté. Et puis on commence pas à faire cette comparaison. L'épouse sera frustrée, même si elle a les moyens, même si elle veut le faire, elle va dire, mais ok, je vais tenir ma tête. Donc je dis, ce n'est pas normal que les gouvernants disent que... Et vous êtes persuadé qu'une mère de famille va laisser ses enfants affamés parce que le père n'a pas donné l'argent et que le père en a fait à sa tête? Nous ne sommes pas des mères de famille, vous êtes dans la même situation, puisque quand ça ne marche pas, si, je ne sais pas, souvent les lundis, l'essence augmente de prix. J'ai fait le constat. Si le vacataire qui ira, ou bien l'enseignant qui ira faire le cours, l'essence augmente de prix chaque jour à la station, comme chez les vendeurs illicites. Et de la même manière, le terrain, là où nous sommes, est en train de coûter plus cher. Et la location coûte plus cher. Et le quota heure n'est pas augmenté. La situation de l'enseignant n'est pas valorisée. Ce n'est pas bien. Demandez, monsieur le professeur de philosophie, à vos enfants de la ville, qu'est-ce que vous allez devenir demain, votre carrière envisagée? Aucun d'entre eux ne dira enseignant. Parce que ce n'est pas bien. Parce que le statut de l'enseignant n'est pas respecté dans la société. Et qu'est-ce que le dirigeant fait pour pouvoir changer ça? Est-ce que cela est tout à fait vrai? Déjà, monsieur Apollinaire-Sourmet, est-ce que vous, au moins, même si vous n'êtes pas dans l'enseignement au niveau du premier cycle du secondaire, est-ce que vous pensez que les enseignants sont au minimum en partie responsables de l'échec massif qu'on a constaté au BPC? Alors, à ce niveau, tout à l'heure, je disais que c'est difficile. C'est difficile de sorte que les enseignants, c'est nous qui avons donné l'enseignement. Alors, quand j'étais au premier cycle, il y a un professeur, c'était un professeur d'anglais, lorsque il fait une interrogation pour 20 élèves et que sur 20, c'est 7 ou 5 qui ont eu la moyenne, et il nous dit que ça le fait réfléchir parce qu'il semble que le message qu'il a donné n'a pas atteint son objectif. Alors, par conséquent, ça veut dire qu'il reconnaît sa part de responsabilité dans cet effectif réduit qui a obtenu sa moyenne. Alors, je voudrais dire que l'enseignant ne peut pas rester sans chercher sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que c'est un ensemble d'arsenal. Et l'élève et l'enseignant, lui fait l'effort de donner. Mais ce que j'ai remarqué cette année, c'est quoi? Même avant même que les enfants n'arrivent à ce niveau-là, mais avant que les enfants n'arrivent au niveau 3e pour aller au BPC, ce n'est pas aujourd'hui que le chèque d'aujourd'hui, on ne peut pas faire, comment appelle-t-on, constater l'échec là seulement à ce niveau aujourd'hui. On doit aussi faire un feedback, jeter un regard rétrospectif sur la vie de l'éducation de ces enfants depuis
une certaine base avant ce niveau-là. Alors, et c'est pour cela qu'au départ, j'ai dit que c'est tout le monde qui a échoué. C'est tout le monde qui a échoué. Et l'enseignant doit chercher sa part de responsabilité. L'enseignant doit se poser un certain nombre de questions. Nous avons fait 3 mois à la maison pour conséquence pour cause de grève. Alors, tout à l'heure, mon collègue disait que la grève doit être l'arme utilisée pour gain de cause. Oui, mais il faut aussi se demander grève et après grève. Grève et après grève. C'est vrai que nous avons fait la grève, puisque bon, il faut se mettre dedans. Nous avons fait la grève et voilà, nous n'avons pas eu gain de cause. Qu'est-ce que cette grève-là a rapporté d'utile, si ce n'est que les échecs aujourd'hui? Alors, dans cette condition, moi je peux commencer par dire, l'enseignant, de l'autre côté, c'est quoi? Même en dehors de la grève, l'enseignant peut utiliser le travail. S'il y a succès massif cette année, vous ne savez pas que le gouvernement peut réfléchir pour dire, mais comment faut-il accompagner cela? Si l'enseignant travaille effectivement dans sa classe et qu'à l'issue des examens, on a un pourcentage encourageant, mais le gouverneur n'est pas bête. Il peut réfléchir. Voilà des gens qui travaillent pour le développement de l'éducation de mon pays. Voilà des gens qui font l'effort de faire passer les enfants, pas les faire passer pour les faire passer, mais avec de meilleurs résultats et des compétences avérées. Le gouverneur peut se replier sur lui-même, se poser des questions et trouver les voies et moyens pour accompagner ceux-là qui font le travail pour le succès de l'éducation. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement en place, celui de Patrice Talon, a ce mode de réflexion? Est-ce qu'il pense vraiment que si le succès doit être accompagné, ou bien il a plutôt ses réformes, il a plutôt ses objectifs, et quelle que soit la manière dont l'éducation se passe, quels que soient les résultats qui sortent des examens, il met en place ces réformes d'abord et verra par la suite. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un système actuellement qui prône ou qui a l'ambition de prôner la compétence. Alors, et prôner la compétence, ce n'est pas nécessairement aller chercher des compétences toutes faites. Mais c'est faire en sorte que qu'on prépare des compétences. Et à cet effet, je ne peux pas dire que le gouvernement de Patrice Talon peut refuser d'emblée d'accompagner un travail bien fait, puisque à son émission à bâton rompu de la fois dernière, j'ai déduit de ces mots que c'est quelqu'un qui est gêné par le niveau de nos enfants aujourd'hui. Parce qu'il constate que le niveau n'est plus là. Nos enfants aujourd'hui ne maîtrisent plus le français. Le verbe sujet complément, c'est difficile. Alors, si vous lisez les copies, vous allez constater que vraiment, il y a un problème. Alors, cela voudra dire, lorsque je vais prendre une image. Lorsque vous recrutez un maçon, vous lui donnez un travail, c'est ça, non? Alors, lorsqu'il commence par faire le travail, et déjà vous avez déjà eu d'autres maçons qui ont bien fait, qui ont réalisé des travaux pour vous. Dès que vous venez sur le chantier, vous constatez que le mur qu'il est en train de commencer, qu'il a démarré, ne reflète pas ce que vous avez comme mur avant. Qu'est-ce que cela doit vous dire? Cela doit commencer par vous faire réfléchir. Ça veut dire que le travail ne sera pas bien fait. Ça peut être aussi une nouvelle façon de faire le travail. Ça peut être aussi une nouvelle façon de faire le travail. Mais reste à savoir si ce travail-là donnera raison ou bien vous permettra d'obtenir ce que vous voulez effectivement. Je voudrais dire quoi?
je voudrais dire que nous, enseignants, nous devons repenser notre manière de lutte. Nous devons repenser notre manière de lutte. On peut lutter et travailler. Et se dire unanimement que cette année, nous allons travailler pour un pourcentage élevé. Et c'est suite à ça maintenant que ça peut donner maintenant un élément justificatif pour aller à des revendications réussies. Oui, et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez un effectif, un pourcentage élevé de succès, facilement, je crois que le gouvernement n'est pas bête. Le gouvernement, c'est quelqu'un c'est un contingent d'intelligence, c'est un contingent de têtes bien faites qui savent ce qui est utile, ce qui est bon pour son peuple. N'est-ce pas? Je voulais savoir avec vous, Julien Kandé-Kansou, vous avez déjà, pour vous, dédouaner l'enseignant de toute responsabilité. Et bien entendu, dans ce cas-là, c'est donc le gouvernement qui est responsable. Quelles sont les responsabilités que vous imputez au gouvernement, disons, au système donc, éducatif, politico-éducatif, dans l'échec que nous avons connu donc, au BPC 2018? Si le pédagogue a dit qu'il faut faire 6 heures de cours par semaine dans telle discipline, et puisque nous sommes sortis des grèves et on nous oblige à faire 3 heures de cours, je crois que ça ne donnera pas le même résultat. Ça commence par là. Combien de jours on a perdu pour les grèves? Combien de jours ou bien combien de semaines on a restitué pour qu'on puisse faire les cours? Quelle est la psychologie des apprenants quand on est sorti des grèves? Et ça, c'est toujours la responsabilité du gouvernement. Du gouvernement, parce que c'est eux qui élaborent, qui fixent les dates de composition, quand est-ce que les examens vont dérouler. Donc je vois dans ce sens que le gouvernement doit penser la chose autrement. Mon collègue disait tout à l'heure que si le résultat est toujours bon ou bien est meilleur, les gens vont dire, bon, il faut penser autrement la chose. Je ne crois pas, puisque si c'est bon, c'est fini. C'est quand on dit nous voulons telle chose et les parents sont témoins du fait que les enseignants sont partis en grève, le gouvernement n'a pas donné suite favorable très vite et puis les choses ont perduré. C'est à cause de ça que les enfants ont tel résultat. Le gouvernement peut prendre autre mesure que de dire ah le résultat est bon, il n'y a pas d'année perturbée et chaque fois. Et ça donne. Donc je me demande comment le gouvernement peut réagir pour dire oui, je soutiens ces enseignants, j'offre des primes pour ces enseignants. Donc je me demande, ça me pose un peu de problème. Et je dis, l'enseignant, à mon avis, doit, bon, comme le dit, l'enseignant peut se poser des questions quand on fait des interrogations et l'apprenant ne travaille pas. Mais dans le même temps, est-ce que le programme que nous étudions avec les apprenants, est-ce que le programme va avec leurs réflexions? Les apprenants, est-ce qu'ils sont aussi suivis à la maison? Parce que quand un parent a son enfant, il ne sait pas quand l'enfant va au cours, les copies, lui, il attend à la fin de l'année, je suis admis, je ne suis pas admis. Est-ce que ça peut marcher? Aujourd'hui, la plupart de mes apprenants m'écrivent sur les réseaux sociaux. À des heures tardives, à 2 heures, à 1 heure, tu reçois, tu te réveilles, tu allumes la connexion et tu vois ton enfant, ton élève qui t'écrit des messages. Quand est-ce que l'enfant ira lire? Nous sommes dans le domaine de mais quand vous recevez des messages d'élèves à cette heure-là, qu'est-ce que vous leur répondez? On ne répond pas souvent. Ou bien des fois, je dis... Il vaudrait mieux répondre quand même pour le remettre à sa place. Souvent, quand tu le dis, l'apprenant, il a bloqué plusieurs de mes élèves. Même des enfants de la 5e cette année m'ont écrit, j'ai bloqué ça sur Facebook. Ils m'écrivent 2 fois, 3 fois, je finis pas à bloquer. Il n'a même pas le respect qui accompagne le message. Donc, je me demande, quand l'enfant est toujours connecté, l'enfant ne lit pas. Et ça, la faute est encore au gouvernement parce que... Quelle responsabilité peut provenir au gouvernement si les élèves... Dans combien de collèges publics ici, il y a les bibliothèques? C'est là la question. Quand moi j'étais en classe de premier, j'ai fait un bac scientifique et pourtant j'ai fait les lettres modernes, j'ai fini avec succès. Mais en classe de première, j'ai la chance de les envier au moins à une bibliothèque. Et quand je sors à 10 heures, je n'avais pas les livres, j'allais lire. La dame, la merci aujourd'hui, la bibliothécaire, elle me passait des livres. Vous êtes persuadé que les collèges où il n'y a pas de bibliothèque, les élèves ne vont pas lire. Mais ces collèges où il y a des bibliothèques, on y va, pourtant, on ne voit pas un seul élève ou très peu dans les salles de lecture. Ça dépend des enseignants du domaine.
Parce que moi, donc, au moins, vous reconnaissez à ce niveau-là. Oui, par rapport à la lecture des apprenants, si les apprenants ne lisent pas, ça dépend des anciens. Parce que moi, j'ai une école privée à Cotonou, en tant que professeur de français, je donnais les livres aux apprenants. Ce sont les apprenants qui m'obligent à leur donner des livres. Ça dépend des livres que vous leur proposez. Si vous proposez donc ici à un enfant de 4e ou de 3e, il ne lira pas. Et l'apprenant, je dis, ça c'est la manière d'évaluer. Si je dis à mes enfants, en début d'année, je donne des exercices de maison, les enfants ne font pas. 2, 3 fois, ils ne font pas. Et j'ai fait une animation avec mes collègues, mon professeur, le directeur, agent des armées, concours, il nous a dit, donnez des points aux apprenants, c'est ce qu'ils veulent le plus. Et ils ont fait l'exercice de maison. Je n'ai pas corrigé le contenu, mais tous ceux qui ont fait l'exercice de maison à 16. Autrefois, tout le monde a fait l'exercice parce qu'on attendait le professeur va donner 16 sans avoir lu le test. Après, il a commencé par voir si le contenu est juste. Donc, on peut passer par ça. Mais la bibliothèque, ça, c'est de la responsabilité de l'État. Parce que quand il n'y a pas de bibliothèque, les enfants ne pourront pas aller chercher le savoir. Des fois, on a l'envie d'aller lire. Que quand il y en a, ce n'est pas encore fréquenté. Quand il y en a, si les membres de l'administration et les enseignants qui interviennent là organisent la chose, autrement, les enfants iront. Si on dit aujourd'hui nous allons visiter la bibliothèque et on visite, on a les livres de tel, où l'enfant est obligé ou bien on donne des exposés sur telle œuvre au programme et c'est à la bibliothèque, l'enfant est obligé d'aller lire ça. Mais quand il n'y en a pas, il y a des enseignants qui n'étudient pas le livre avec les apprenants parce que les apprenants n'en ont pas. Tu demandes d'aller acheter le livre, les apprenants ne pourront pas acheter et le livre n'existe pas. Donc je me demande comment l'État peut organiser pour que dès la rentrée prochaine, on a la bibliothèque un peu partout. Le téléphone, ce n'est pas aussi mauvais. Parce que si le téléphone, je pense qu'on va y revenir parce que ça fait partie de la responsabilité des parents en partie. Vous, monsieur Apollinaire Soumé, est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a quand même une part de responsabilité pour avoir laissé la grève des enseignants perdurer pendant pratiquement 3 mois? Alors, du côté du gouvernement, je crois que lorsque vous êtes un parent, puisque le gouvernement, c'est le premier parent de l'élève. Et c'est le premier parent aussi des enseignants. C'est notre père à tous. Ce que je voulais dire, c'est que dans une maison, quand un père commence par constater la désobéissance ou les caprices de certains enfants, il doit vite rappeler à l'ordre. Il doit vite chercher à comprendre ce qui se passe réellement et il doit vite proposer des solutions ou des palliatifs par rapport à ce qui trouble la quiétude de la famille, de toute la famille. Alors, je voudrais dire que le gouvernement peut se retrouver dans comment appelle-t-on, cet échec que nous avons constaté. Alors, comment est-ce qu'il faut responsabiliser le gouvernement? C'est quoi? C'est de ne pas sitôt saisir l'affaire des revendications pour trouver le juste milieu. Alors, est-ce qu'on va même dire ça? Que ce n'est pas, est-ce que c'est le gouvernement n'a pas très tôt, lui? Le gouvernement a peut-être très tôt saisi l'affaire. Mais il n'a jamais satisfait les revendications. L'insatisfaction des revendications. Oui. L'insatisfaction des revendications des enseignants qui a pu permettre la grève d'aller jusqu'à au moins à 3 mois. Alors là, les plus intelligents peuvent dire que le gouvernement n'a pas raison. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui a fait, ou bien le gouvernement aussi a sa responsabilité dans l'échec des enfants. Parce que quand on prend le gouvernement, il va aussi se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les enfants ne réussissent pas? Et quand le gouvernement va commencer par se poser cette question-là, il va se trouver, est-ce que c'est parce que je n'ai pas satisfait les revendications des enseignants?
est-ce que c'est parce que même que j'ai constaté les grèves, j'ai laissé les épreuves qui ont été choisies, qui ont été choisies au départ? Bon, plusieurs questions. Est-ce vraiment le cas, hein? Plusieurs questions vont venir à la tête du gouvernement parce que personne ne peut se poser des questions à la place du gouvernement parce que c'est lui le garant de l'éducation nationale. Bon, il va se poser des questions. Il a vu les grèves et il s'est tu. Les épreuves choisies au départ peut-être ont été gardées sans considérer les grèves. Et on pourrait dire même que les épreuves ont été choisies par rapport à une année régulière sans tenir compte des conséquences des grèves. Ça tenir compte des conséquences des grèves. Donc, c'est un gouvernement qui se pose ce genre de questions. Je crois qu'il va déduire raisonnablement sa responsabilité. Parlons maintenant de la responsabilité des parents d'élèves qui ont vu donc ce taux d'échec donc venir frapper leurs enfants. Comment ou dans quelle mesure les parents sont-ils responsables de l'échec de leurs enfants? Merci, monsieur le journaliste. Je ne voudrais pas revenir sur certains thèmes que mon collègue vient d'utiliser, des caprices. Les enseignants grévistes, les enseignants, les syndicats ne sont pas des capricieux. Les syndicalistes. Je ne le suis pas, mais je préfère taire ces thèmes-là. Là, je reviens. Vous finirez peut-être pas à non. Je reviens sur la responsabilité des apprenants et des parents. Ici, on a vu quand la grève était si dense, le chef d'État a invité les responsables, les parents d'élèves et les têtes couronnées. Ils ont discuté, il les a expliqué les faits. Je ne sais pas s'ils ont eu à jouer dans le mouvement de grève et à la fin, on n'a eu rien. Je ne sais pas. Mais par rapport aux parents, le parent, de façon quotidienne, doit demander les notes de l'enfant. Doit voir si, même s'il y a de la grève, comment l'enfant s'organise à la maison. On peut prendre des répétitions pour son enfant, si on a les moyens. On peut orienter aussi la formation autrement quand les cours ont repris. Donc si les parents ne l'ont pas fait, c'est de leur faute. Et un enfant qui a de téléphone portable et le parent le surprend à des heures indues en train de se communiquer, en train de se connecter sans rien dire, ou bien des fois c'est le parent qui a acheté le portable pour l'enfant. Ou bien l'enfant a économisé de l'argent et il a acheté des téléphones portables au lieu de prendre un livre. Donc ça dépend de comment le parent arrive à surveiller, à orienter son enfant. Parce que l'enfant est le bien précieux, le bien le plus précieux qu'un parent a. Et si l'enfant n'est pas formé, si l'enfant n'est pas bien éduqué, comme le dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Si l'enfant n'est pas formé, on ne le gagnera pas demain. On sera toujours à l'achat des parents. Donc, les parents doivent orienter leur réflexion dans le sens que je dois prendre les fournitures scolaires adéquates à mon enfant, je dois le suivre au cours de sa formation, je dois payer la scolarité quand cela se doit pour ne pas le voir, pour qu'on ne le renvoie pas des cours. Je dois suivre sa formation, ses notes. Moi, quand j'étais en terminale, j'avais 21 ans, ce temps-là, mon frère, François Méndé, il dit, dépose-moi toutes tes interrogations et devoirs dans un panier. C'était en classe de terminale. Il ne disait rien. Des fois, quand il voit une mauvaise note, il crie sur moi. Il ne me tapait pas, mais il voit chaque fois mes notes jusqu'en terminale. Donc, quand ça se fait comme ça, quand il n'était pas en terminale, il était à côté de lui. Mais autrefois, il était à Zimbier, loin de lui, il venait là, mais il était professeur. Il vérifiait mes cahiers de notes, il voit ce qui n'allait pas. Il voit si j'ai travaillé ou si je ne travaille pas. Il va voir des professeurs pour qu'on puisse me donner des exercices particuliers dans des domaines souvent en anglais pour que je puisse travailler. Donc, un parent doit être de façon permanente en contact de l'administration, voir les notes de son enfant pour voir si ça ne va pas. Nous avons quand même de nombreux parents analphabètes. 70% des Béninois sont analphabètes. Vous ne voulez pas que... Je voudrais vous raconter cette histoire-là. En classe de CM2, je n'allais pas au cours. Je faisais semblant, je portais mes tenues de kaki là, au village à Laroutan et j'allais chasser avec un ami qui est devenu mécanicien aujourd'hui. Et par chance, le directeur a vu mon maman, il dit « Ah, ton enfant ne vient plus à l'école. Hein. » On m'a dit « Ce n'est pas vrai, mon enfant va à l'école toutes les fois. » Maman n'a pas été à l'école. Et mon maman m'a dit « Je vais t'accompagner à l'école. » Je dis « Non, moi j'allais tout seul, je suis en classe de CM2, je suis un grand élève. » On m'a dit « J'irai avec toi. » Et devant le directeur et devant tout le monde, et on m'a demandé au directeur « C'est vrai que mon enfant ne vient pas à l'école ?» Et le directeur a dit « Posez la question à ses camarades. »
Et par là, on m'a giflé 2 fois. J'étais honteux. Et j'ai laissé ça. J'ai été régulièrement au cours. Donc, on peut ne pas... Vous avez eu de la chance que le directeur ait rencontré un jour votre Il y mère. a un docteur, je ne voulais pas appeler son nom. J'ai travaillé avec lui à côté de sa maison quand il était élève aussi. Il me disait que quand il était élève, il était chez une dame qui n'était pas instruite, mais elle parlait le français. Les gens du Nord parlaient le français sans avoir été à l'école. Et chaque fois, il demandait de réciter le cours. Et il lui remettait son cahier. Un jour, l'enfant a remis, le docteur aujourd'hui a remis le cahier à l'envers, c'est-à-dire pas dans le sens normal. Et il lisait le cours. Mais quand il rate, la dame sait qu'il n'a pas maîtrisé d'aller lire ça. Maintenant, quand il a fini de lire, il a compris que la dame ne savait même pas lire, parce qu'il ne s'est pas tenu, parce qu'on ne va mettre le cahier à l'envers et lire. Mais pourtant, elle est soucieuse de son avenir, donc il doit étudier. Donc, on peut ne pas aller à l'école, mais quand on sait que l'école est capitale, l'école est sanctuaire comme la chapelle, on peut dire à son enfant, de façon quotidienne, va étudier, va me lire. Quand quelqu'un maîtrise quelque chose, on le sait bien. S'il ne commence pas à rater, même si ce n'est pas ma langue, il ne commence pas à bégayer bien, il ne commence pas à dire un mot, il attend. Je peux dire, va lire encore. On peut également, de la part des parents, tolérer le fait de ne pas pouvoir suivre le cursus de l'enfant parce que non seulement on n'a pas beaucoup étudié ou bien on n'a pas du tout étudié en tant que parent, on ne suit pas, mais également on n'a pas le temps nécessaire parce que les parents aujourd'hui, il y a les fonctionnaires, il y a les cultivateurs, il y a tout ce beau monde qui a d'autres préoccupations. Il faut nourrir l'enfant justement et donc pour le faire, il faut gagner de l'argent et en ce moment-là, c'est nécessaire de sortir de chez soi et on laisse l'enfant à lui-même et de là, une partie de la responsabilité des parents. Oui. Je crois que vous avez entamé l'ensemble des catégories des parents qui existent. Alors, l'écolier de Meganhoué, un village du Diakotomé, dans le Koufou, ne peut pas rivaliser l'écolier de Bégamé. À Cotonou, nous sommes dans les littorales, ou à Calavi, dans l'Atlantique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que dans les milieux ruraux, l'école est plus familiale. C'est rien que des familles qui s'y trouvent. Et il est difficile pour les écoliers ou pour les élèves de ces milieux de s'exprimer vraiment en français. Alors, les parents n'étant pas plus instruits? Oui, instruits, sont indifférents, sont totalement indifférents de leur, comment appelle-t-on, de ce problème. Sont indifférents, restent toujours indifférents. Parce que quoi? Parce que l'élève qui vient à la maison, si le papa était instruit, il doit chercher ou mettre des garde-fous pour contrôler et va même aller à l'école pour demander le niveau de l'enfant chez son maître, chez son professeur. Si le censeur allait voir en fin de semestre quel a été le niveau de mon enfant. Puisque l'enfant, sachant, même si on est dans les milieux urbains, l'enfant sachant que cette note d'interrogation ne me valorise pas auprès de mon papa, peut le cacher et c'est quand il a une note élevée qu'il vient déposer sur la table. Alors, est-ce que le papa a cette curiosité d'aller voir effectivement, d'aller tester effectivement chez l'autorité scolaire pour voir quel est le niveau d'évolution de mon enfant? Est-ce qu'il évolue? Est-ce que ces notes-là traduisent vraiment ce qu'il est? Il y a cette paresse de nos parents, que ce soit le parent urbain, que ce soit le parent rural. Donc, il y a ce problème-là que nous constatons. Il y a aussi le fait que en milieu, dans les villes, par exemple, les enfants ou bien les élèves sont confiés
aux domestiques. Aux domestiques, parce que le papa étant occupé, c'est la bonne ou c'est la domestique qui va chercher l'enfant et peut-être analphabète qui ne peut pas aussi contrôler les niveaux, l'évolution de cet écolier ou de cet élève. Alors, je crois que en termes de responsabilité, les parents sont vraiment engagés. Les parents sont vraiment engagés. Oui. Et au-delà des parents, quand on fait la comparaison, l'année scolaire a été perturbée pour le cours primaire et le collège. Les élèves au CEP ont obtenu 64% de succès et les élèves au BPC, candidats au BPC, ont obtenu seulement 28% de succès. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à analyser dans cette différence entre les deux niveaux pour déterminer la responsabilité maintenant des élèves eux-mêmes? Oui, à ce niveau, pour déterminer la responsabilité des élèves eux-mêmes, ici, au primaire, c'est les plus petits. On considère déjà que celui qui commence le premier cycle au collège est déjà grand. Maintenant. Et ça fait que l'élève du primaire est plus suivi, que ce soit à la maison qu'à l'école, plus que celui qui est au collège. Alors, et le problème qui se pose, l'enfant du collège, c'est une émanation des efforts du primaire. Si l'enfant n'a pas un niveau requis, une capacité de rédemption au niveau du primaire, son niveau du collège et au collège a un coût. C'est moi qui ai l'habitude de dire aux gens que si vous ratez le CE1, il faut cesser l'école. Parce que personne n'apprend le français, personne ne nous apprend à parler en français au collège. Personne. Alors que c'est du CI au CE1 qu'on t'apprend à relier les lettres alphabétiques pour prononcer le son français des mots et tout ce qui se dit en français. Etc. Je reviens à vous pour un dernier mot dans un instant. Cet échange va à sa fin. Que pensez-vous, vous, de la responsabilité des enfants? Les enfants doivent savoir que... Est-ce qu'ils sont responsables? Ils sont responsables. Ils doivent savoir que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui va donner des conséquences demain. Vous laissez vos enfants vous écrire sur WhatsApp de temps en temps, quelques-uns quand même. Oui. Vous êtes aussi responsable. Je ne suis pas responsable parce que j'ai dit quand on m'écrit, je ne réponds pas et après je bloque des fois. Bloquer, c'est suffisant. L'élève va écrire à d'autres personnes. Mais je ne suis pas son parent encore qu'on dit on ne tape pas à l'école. C'est refusé. Non, on n'a pas besoin de taper, mais il faut lui parler. Est-ce que vous avez parlé Je dis ça même publiquement quand je viens en classe, je dis telle personne m'a écrit. Et puis les camarades se moquent d'eux. Et puis ça continue, je continue mon cours. Et par rapport à la responsabilité des parents, il reste une chose, on dit les parents sont occupés, ils vont chercher de l'argent. Non. Si vous avez de l'argent, inscrivez vos enfants dans des meilleures écoles. Ils vont réussir demain. Si vous construisez de maisons pour eux, ils vont les vendre demain. Parce qu'ils n'ont pas une formation digne. Je connais une école privée à Cotonou, là où j'ai enseigné cette année, où on a le contact de tous les parents. Et quand un enfant ne travaille pas bien, le niveau chute, on appelle le parent. Même si le parent n'a pas le temps de venir à l'école, il est informé depuis son service, là où il travaille. Et on voit dans la même mesure comment il faut faire pour arranger les choses. Par rapport à l'enfant, l'enfant doit savoir qu'il doit étudier, lire, parce qu'on ne devient pas journaliste quand on n'a pas le CEP. Encore en français, dans la langue française. On ne devient pas chef d'État quand on n'a pas un étude de bagage intellectuel assez élevé. On ne devient pas ministre, docteur, ce qu'il rêve le plus souvent, conduit de bons véhicules quand on ne travaille pas quand on est jeune. Donc l'enfant doit prendre ses responsabilités et travailler. Et quand on veut réussir, on fait l'ami à ceux qui sont en train de réussir. Et par la loi d'attraction, on devient fort. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, pour vous, un dernier mot. La responsabilité est partagée entre enseignants, parents, enfants et bien entendu gouvernement. Oui. Et pour mon dernier mot, déjà que nous avons déjà fait le constat que tout le monde a échoué, il faut proposer. Oui. Alors, il faut proposer des palliatifs. Moi, je propose ceci. Les candidats que nous avons aujourd'hui
dans les classes du CM2 et du BPC, même en terminale, c'est rien que des enfants. Alors, c'est des gens qui ne comprennent pas et qui ne sont pas dans l'économie de la définition de l'examen. Ça veut dire qu'ils ne savent pas en fait ce qu'ils sont venus faire. C'est vous qui savez qu'ils sont candidats. En fait, c'est nous qui savons qu'ils sont candidats. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils maîtrisent le sens de candidat? Alors, dans cette chose-là, dans cette condition, j'invite les chefs d'établissement, les parents. Lorsque l'enfant arrive au CM2, il faut commencer par lui rappeler chaque matin que tu as un examen à passer en fin d'année. Et à chaque matin, il faut le lui rappeler. De la même façon, l'enfant qui est au BPC, tous les professeurs, nous n'allons pas rentrer dans les classes et donner le cours et sortir, non. À chaque fin de cours, à chaque 5 minutes, on prend 5 minutes pour rappeler à l'enfant qu'il n'est plus dans une classe intermédiaire comme avant. Il doit être soumis à un examen de fin d'année. Et cela incombe à tout le monde. Chez l'État, l'État peut organiser des tournées, rencontrer les candidats, que ce soit au CP, que ce soit au BPC. Au bac même, les chefs d'établissement peuvent prendre des chronos et passer par les classes pour informer, pour ramener chaque fois la conscience du candidat à ce qui l'amène à l'école. Je crois qu'avec ça, nous irons sur ça. Et je demande pour finir à nos camarades enseignants et à nos camarades syndicalistes de ne pas croire que la grève, l'extrémisme des grèves peut conduire toujours à un succès. Il faut plus travailler maintenant pour obliger les gouvernants à nous prendre au sérieux. Merci à vous. Je suis persuadé qu'en face de vous, votre vis-à-vis n'est pas d'accord. C'était Julien Kandé Kansou. Il n'est certainement pas d'accord, mais tout de même, on va en rester là. Merci d'avoir participé à cette émission. Julien Kandé Kansou est écrivain et enseignant, et Apollinaire Souroumain est enseignant de philosophie. Merci à vous.